Eh bien salut à toi qui regarde cette vidéo. Au cours de ce petit épisode, on va regarder pour voir si notre maquette est bien Turing complet, donc on va faire un test de la théorie à la pratique. Je te conseille fortement, avant qu'on attaque cette vidéo, de regarder l'épisode précédent si tu l'as pas déjà vu, qui montre un peu le lien entre une instruction, le microcode, et donc un peu le fonctionnement de la machine. Là, ce qu'on va voir, c'est un exemple complet pour prouver que notre ordinateur est Turing complet. Donc pour ça, on va regarder un petit exemple, ça va être de créer l'assembleur suivant le jeu d'instructions, qui va permettre de multiplier deux entiers préalablement stockés et afficher le résultat de l'opération. Les deux entiers seront stockés à l'adresse 14 et 15 de notre bloc de mémoire, et le programme il doit donc tenir en 14 instructions maximum. Vu que pour rappel, on a 16 cases mémoire, et donc 2 qui sont utilisées par des variables. Avant qu'on poursuive, il faut que j'explique un peu ce qu'est l'assembleur. L'assembleur, on peut voir ça comme le langage de plus bas niveau qu'un humain peut écrire et comprendre pour un ordinateur. C'est-à-dire qu'une fois que l'assembleur est créé, à partir de ton fichier code, en gros, l'ordinateur, lui, va le transformer en une suite de 0 et de 1 que lui seul peut comprendre. Donc on va regarder, nous, ce à quoi correspond l'assembleur sur un processeur moderne, pour que tu aies une petite idée que tu en aies déjà vu, et surtout que ça te donne pas envie d'en faire parce que tu vois que c'est assez compliqué. Et ensuite, on va regarder comment faire l'assembleur pour notre PC à nous, ce qui devrait être un tout petit peu plus simple. Donc regardons pour un processeur x86, donc des générations modernes, la multiplication en utilisant du coup un programme en C. Donc là tu vois j'ai un petit programme en C qui est tout simple, une fonction main, je pose trois entiers x, y, z, j'affecte à x et y une valeur, et je stocke dans z le résultat de x fois y. Avec un outil adapté, donc là c'était une machine avec un processeur Intel, enfin un MacBook avec un processeur Intel, on obtient du coup le résultat suivant. On pourrait décomposer ça en fait en deux colonnes. On va avoir ici la colonne qui pourrait être, on va dire, proche de ce que va avoir l'ordinateur. Donc ici, tu vas avoir l'instruction en gros en binaire. Enfin, une fois transformée en binaire, on va avoir une suite de 0 et de 1. Et dans cette partie-là, on va avoir du coup ce qu'on pourrait, on pourrait appeler ça du coup l'assembleur. Enfin, les instructions assembleur. Donc tu vois que c'est censé être un peu plus clair, ça reste quand même beaucoup plus compliqué que le programme précédent. Ça, tu me l'accordes. Alors sans être un expert en assembleur, on peut essayer de décomposer un peu le programme suivant à partir de ce que moi j'ai compris de la documentation. Mais en gros, on a plusieurs étapes. Comme tu le vois, à la ligne 1 et 2, on affecte du coup des variables dans des registres. Donc c'est x égale à 6 et y est égal à 7. Sur la ligne 3, on crée une variable temporaire qui va pointer vers x. Sur la ligne 4, c'est ce qui nous intéresse, on fait la multiplication entre cette variable temporaire et y. Et à la ligne 5, on stocke le résultat de l'opération dans la variable z, et c'est le résultat de cette opération qu'on renvoie. Comme tu le vois, nous, le but de notre exemple, c'est de faire une multiplication, et là, tu vois qu'un processeur x86 chez Intel, la documentation, qui fait quand même 800 pages, nous avertit que emule, l'instruction utilisée ici, elle nous permet de faire l'opération signée entre deux opérandes. Alors tant mieux, sur les processeurs modernes, on a une instruction qui nous permet directement de faire la multiplication. Sauf que nous, sur notre petit ordinateur tout simple, tout débile, on n'a pas cette instruction. Et donc le défi, ça va être de voir comment est-ce qu'on fait une multiplication à partir d'un additionneur physique. Et donc c'est ce que nous, on va regarder dans cet épisode. Pour ça, ce qui est très important, c'est de définir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et ça passe par le jeu d'instructions. Donc là, tu vois que le jeu d'instructions de l'ordinateur, je te le donne ici. Donc pour rappel, on a l'adresse de l'instruction qui est stockée sur les 4 MSB, donc c'est ce que tu vois à gauche, les Most Significant Bits. Et on a l'instruction correspondante avec une courte description sur la droite. Donc en gros, ce qu'on peut faire, c'est que on peut charger une variable, additionner, soustraire, stocker une variable, et ensuite, on peut faire des sauts et des sauts conditionnels, et on s'arrête à peu près là. Comment du coup faire une multiplication? Donc pour ça, on va dans un premier temps décrire nos variables. Donc on a x et y qui sont stockés à l'adresse 14 et 15, et vu qu'on fait une multiplication, il faut stocker le produit, donc le produit va être à l'adresse 13. Ça veut dire qu'on a un programme qui doit tenir en 16 lignes, dont 3 lignes sont utilisées par des variables, donc on doit faire une multiplication en 13 lignes, et tu vas voir que ça rentre pile poil. La meilleure façon que j'ai trouvé moi pour pour passer d'un algorithme à du langage assembleur, c'est d'écrire du pseudocode. Donc c'est ce que j'ai fait à l'écran. Pour faire une multiplication, je vais tout simplement faire une suite d'addition. Donc je crée dans un premier temps une variable produit que j'affecte à 0, juste ici. Et ensuite je fais une boucle tant que x va être différent de 0.
Et donc là, 2 étapes. Dans un premier temps, je charge X, je lui enlève 1 et je stocke X. Donc en fait, on décrémente le compteur. Et ensuite, je charge le produit, je lui ajoute Y, je stocke le produit. Comme tu le vois, en fait, on a 2 opérations dans ce programme. On a cette opération-là, donc la boucle for, qui va se répéter tant que X est différent de 0. Et dès que X va être égal à 0, on passe à cette partie du programme. Ce qui veut dire que pour exécuter cette boucle, tant que X est différent de 0, on va devoir avoir une sorte de test conditionnel, c'est-à-dire on va devoir tester est-ce que la variable X vaut 0. Et ça, du coup, on va le faire avec une instruction jump, comme tu vas le voir dans la slide juste après. Si jamais on écrit en pseudo-assembleur ce à quoi pourrait ressembler le code, on obtient du coup la partie suivante. Comme tu le vois, on a les 2 parties que j'ai appelées top et continue. Donc il y a plusieurs façons d'écrire ce programme, bien évidemment. Moi, j'en suis une qui a été toujours proposée par Ben Eater dans sa série sur cet ordinateur. Et donc en fait, on reconnaît ici le début du programme. Donc je charge X et je lui soustrais 1. Notre test conditionnel ici pour savoir est-ce que X est différent de 0. Si jamais X est différent de 0, on passe à la partie continue. Donc on va faire le programme linéairement. Donc la partie continue, ça veut dire j'ai chargé X, je lui soustrais 1, donc je stocke X, je charge Y, je charge le produit, je lui ajoute Y, je stocke le produit, et là tu vois que jump top, on retourne tout au début du programme. Donc on fait ça. Donc cette partie, elle va s'exécuter en boucle, et une fois que X va être différent de 0, on arrête l'instruction là où il y a écrit, où il y a le petit 0 n'est pas évalué, et donc du coup on conclut le programme sur cette partie-là. Donc je charge le produit, je l'affiche, et HLT pour Alt, j'arrête l'ordinateur. Mais une fois que j'ai écrit mon pseudo-assembleur, je peux regarder comment j'écrirai l'assembleur complet, donc ligne par ligne, et ensuite les instructions correspondantes. Tu vois que ça donne ça. Donc là, notre programme, il tient exactement en 15 lignes. Je me suis même permis, de mettre une petite variable dans la ligne 12 pour le je soustrais 1. Et on obtient du coup le résultat suivant. Donc c'est la traduction de notre programme en langage assembleur. Maintenant, ce que je te propose, c'est de saisir ces instructions dans l'ordinateur et de voir ce que ça donne. Donc là, ce que tu me vois faire en accéléré à l'écran, c'est que je suis en train de saisir dans la mémoire RAM de l'ordinateur les 15 lignes qu'on a définies ensemble et qui correspondent au programme. Maintenant que le PC est programmé, on va juste vérifier les variables qu'on a rentrées. Donc à la ligne 15, on a mis Y et comme tu vois, j'ai rentré 7. Donc 1 plus 2 plus 4, ça nous fait bien 7 en décimale. Et à la ligne 14, c'est la variable X. Et pour la variable X, on a rentré 6, donc du coup 2 plus 4. Donc le but de cet ordinateur, ça va être que sur cet afficheur décimal soit affiché à la fin de l'opération le résultat de 6 x 7. Si jamais on repasse l'ordinateur en mode manuel et qu'on le laisse s'exécuter, comme tu le vois, il va commencer à tourner doucement, donc là c'est pas très intéressant, on a affaire à juste un sapin de Noël qui clignote et qui consomme un max. Mais si jamais on accélère un petit peu la cloque pour avoir le résultat un peu plus vite, on devrait avoir le résultat de l'opération qui s'affiche sur la droite. Et bien c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. On aura ainsi vu l'architecture physique minimale qu'il fallait pour réaliser un ordinateur au sens de Turing, c'est-à-dire le rendre Turing complet, et on a vu un exemple de test qui permettait de valider que notre modèle était Turing complet. Je te laisse bien évidemment des ressources en description si jamais tu veux en savoir plus, et sur le design utilisé, et sur les ordinateurs de Turing, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.